Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce workshop. Donc, je me présente. Donc, je suis docteur Haddadi Farah. Je suis résidente en dermatologie en quatrième année et je suis membre de MG Maroc Junior. Donc aujourd'hui, donc nous allons parler des bases de la petite chirurgie au cabinet de médecine générale. C'est vrai que c'est un sujet qui est assez long, pas facile à faire en 30 minutes, mais j'ai essayé de prendre, juste de vous donner déjà des flashs pour un petit peu vous habituer au matériel, à ce qu'il faut utiliser pour faire de la chirurgie, de la petite chirurgie, des petites exercices dans votre cabinet. Et donc j'ai pris comme modèle la chirurgie dermatologique. Donc, nous allons aborder le plan suivant. Donc, nous allons faire une petite introduction. Nous allons parler de l'asepsie. L'asepsie, elle concerne l'opérateur, donc les chirurgiens, le site opératoire, le matériel, la gestion des déchets. Nous allons parler des différents types d'anesthésie, le matériel dont vous allez avoir besoin, notamment les différents types de lames, les fils et les types d'incisions. Nous allons parler des types de sutures. Donc, il y a de nombreuses sutures qui existent. Donc, j'ai pris que quelques-unes que j'ai jugées qui étaient utiles pour vous. Donc, nous allons parler de l'hémostase et de l'anticoagulation. Un mot sur les bandages, les compresses, le dressing. Donc, le dressing, c'est-à-dire donc les compresses, les pansements. Nous allons dire quelques mots sur le post-op avant de conclure. Donc, la chirurgie dermatologique, qu'on appelle aussi chirurgie cutanée réparatrice, donc son but, c'est de pouvoir reconstruire une perte de substance lorsqu'on a fait une exérèse d'une lésion, qu'elle soit bénigne ou qu'elle soit maligne. Donc, ce qui est très important, c'est qu'elle obéit à des exigences fonctionnelles et surtout esthétiques, parce que souvent, le patient, si vous lui proposez un geste, il va vous dire oui, oui, je suis pour l'exérèse, mais est-ce que j'aurai une cicatrice? C'est toujours cette question qui revient et elle obéit aussi à des exigences pronostiques. Donc, bien sûr, si vous faites une exérèse, si elle est complète ou incomplète, à ce moment-là, c'est plus l'ordre du spécialiste. Et bien sûr, il est très important de connaître la structure cutanée, ses propriétés biomécaniques, ses propriétés élastiques, afin de pouvoir donc appréhender les capacités de mouvement tissulaire qui sont très importantes pour avoir donc un résultat cicatriciel acceptable. Donc, les objectifs de ce workshop, c'est de pouvoir déjà connaître le matériel dont vous aurez besoin dans votre cabinet et aussi connaître les principes d'incision, les sutures, l'anesthésie et comment assurer une bonne hémostase. Et tout cela, c'est juste pour avoir une bonne cicatrisation avec un bon résultat esthétique. Donc, la chirurgie dermatologique, en fait, elle est variable selon le siège où vous allez faire votre exérèse, selon la localisation. Par exemple, au niveau du visage, on n'a pas vraiment les mêmes couches, les mêmes structures. Donc, par exemple, au niveau du front, donc on a la peau, on a le tissu graisseux, on a le système musculo-aponeurotique superficiel, et puis on va trouver donc l'os frontal. Alors que, donc, par exemple, dans d'autres zones, donc au niveau du menton, on a la peau, on a le tissu graisseux et juste en dessous le muscle. Donc c'est assez variable. Au niveau de l'oreille, on a la peau et juste en dessous le cartilage. Donc si vous voulez enlever des petites kéloïdes ou des petites lésions, donc il faut rester quand même assez superficiel parce que si on touche le cartilage, donc ça cicatrise mal. Donc, nous allons commencer par l'asepsie. Depuis le Covid, je pense que tout le monde maintenant sait comment se laver les mains, comment utiliser le gel hydroalcoolique. Donc, on peut se laver soit avec le gel hydroalcoolique, soit avec la bétadine scrub. Donc, on commence d'abord paume sur paume, puis paume sur dos de la main, puis donc les doigts entrelacés, puis paume et doigts, puis les pouces, et ne surtout pas oublier les ongles, et on finit par les poignets. Donc, il faut avoir dans son cabinet des gants stériles et surtout la taille adaptée. Donc, j'insiste que la taille des gants doit être adaptée parce que si vous prenez une taille un peu plus grande, vous aurez du mal un peu à manier votre matériel. C'est pas très pratique. Donc, il faut toujours essayer la taille des gants avant. Donc, il faut aussi avoir une casaque stérile et de préférence, il faut qu'elle soit avec des manches longues. Avoir un masque chirurgical, toujours opérer avec un masque chirurgical parce que et des fois même des lunettes de protection parce que vous connaissez pas le statut sérologique de votre patient. Il suffit que vous touchiez une petite artériole, ça gicle et vous aurez un risque de projection. Donc toujours se protéger.
Donc pour le site opératoire, il faut toujours le désinfecter, c'est primordial. Le but, c'est de pouvoir diminuer les micro-organismes de la zone et aussi éviter la contamination de l'incision par ces micro-organismes. Pour la dépilation, il y en a qui préfèrent raser avant. En fait, c'est à proscrire car c'est un risque d'infection post-opératoire maintenant qui est connu et le champ opératoire n'est dépilé que si vraiment c'est nécessaire et plutôt préférer donc la tondeuse qu'un rasoir mécanique. Et vraiment, par exemple, si vous avez des lésions au niveau du cuir chevelu, par exemple des petits kystes, nous on voit beaucoup ça, les kystes au niveau du cuir chevelu, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cheveux, des fois c'est difficile, des fois on dit raser un tout petit peu, mais on le fait pas beaucoup. Ce qu'on fait, c'est une petite astuce, c'est qu'on là où on a le kyste, on met de la vaseline. Donc, on met de la vaseline sur tous les cheveux ou bien du gel, le gel déco. Ça permet vraiment d'aplatir les cheveux. Donc, vous avez plus des cheveux qui sautent un peu partout. Donc, vous voyez bien votre kyste et vous faisiez votre incision. Donc, ça, c'est une petite astuce. Et l'antibioprophylaxie. Donc, comme j'ai dit, il n'y a pas de recommandation concernant l'antibioprophylaxie, comme ce que j'ai dit hier pour la chirurgie de l'ongle. Mais dans notre contexte marocain, si vous voyez que votre patient il va pas beaucoup adhérer aux soins, il va pas beaucoup se laver, etc., il vaut mieux, pourquoi pas, ne pas le mettre sous antibio-prophylaxie, surtout que vous serez un geste, ça sera dans votre cabinet. Il vaut mieux que vous soyez couvert et peut-être éviter le risque d'infection. Après, c'est rassuré que le patient n'a pas d'allergie aux pénicillines parce qu'on donne en général de l'amoxicilline protégée. Donc, toujours poser les questions d'allergie. Donc pour le matériel, vous avez le choix, soit vous avez des matériels à usage unique, soit vous avez un matériel qui est réutilisable, c'est souvent en inox. Pour la stérilisation, je pense que vous pouvez les envoyer dans des cliniques pour la stérilisation par l'autoclave, soit vous pouvez acheter donc l'autoclave, l'avoir chez vous si vous faites beaucoup de chirurgie dans votre cabinet. Donc l'autoclave, c'est qui va stériliser le matériel avec une vapeur d'eau sous pression à 134 degrés pendant 18 minutes. Et la gestion des déchets, bien sûr, il faut avoir donc le matériel pour jeter par exemple les objets tranchants à part, les compresses à part, il ne faut pas jeter les aiguilles, les objets, les lames, etc. dans le même endroit. Alors pour l'anesthésie, donc je vous ai mis un tableau sur les différents types d'anesthésie avec la dose qu'il faudra jamais dépasser et les localisations et combien dure cette anesthésie. Donc on a la xylocaïne adrénalinée, donc 1% ou la lidocaïne, donc il faut jamais dépasser 2 flacons et demi de 20 ml. Donc on l'utilise dans des zones, le cuir chevelu, il saigne beaucoup. Ça saigne beaucoup, donc on donne de la xylocaïne adrénalinée, ça permet un certain confort. Donc le dos, le torse, aussi vous pouvez le mettre, les membres supérieurs, membres inférieurs, mais surtout éviter les extrémités car c'est une vascularisation terminale. Il faut éviter. Il y a des chirurgiens plasticiens qui osent mettre de la xylocaïne adrénalinée, mais il y a eu certains cas, voilà, que ça a entraîné une vasoconstriction et donc ça pouvait entraîner des nécroses, des ischémies. Donc je pense qu'il faudrait être vigilant, surtout si on fait des gestes dans notre cabinet, donc les extrémités évitées. La durée d'anesthésie elle dure 1 à 3 heures. La xylocaïne simple, on peut l'utiliser partout. Pour la ropivacaïne, j'en ai parlé hier, donc c'est surtout pour l'ongle, c'est ce qu'on utilise pour la rachianesthésie, mais elle n'existe pas au Maroc, donc elle est bien parce qu'elle permet un certain confort, 10 à 18 heures d'anesthésie. Et la crème EMLA, donc 5%, donc on l'utilise par exemple avant le laser ou autre, c'est une anesthésie topique. Et on la met 1 heure avant sous occlusion. Donc là, j'ai trouvé sur les sites comme quoi ça coûtait 38 dirhams, mais quand j'ai demandé aux patients de l'acheter dans les pharmacies, ils m'ont dit qu'ils l'ont pas retrouvé. Mais là, donc on voit que la lidocaïne, c'est un prix qui est assez acceptable, c'est 15 dirhams. Donc pour les doses maximum d'anesthésie, pour la lidocaïne, la xylocaïne chez l'adulte, il ne faudra jamais dépasser 4,5 mg par kilo et chez l'enfant 2,5 mg par kilo. La lidocaïne adrénalinée, 7 mg kilo et 3,5 mg par kilo chez l'enfant. Pour l'anesthésie, vous avez 2 types. Donc, soit vous faites sur le plan cutané, soit une injection sous-cutanée, qui est moins douloureuse, donc vous êtes assez superficielle, soit vous faites une injection un peu plus profonde. Donc, c'est une injection, on dit qu'elle est intradermique, elle est plus économique, plus rapide, mais elle est plus douloureuse car elle va faire décoller donc les deux plans cutanée, donc c'est assez douloureux quand vous le faites. Par contre, l'anesthésie sous-cutanée, elle est moins douloureuse, mais des fois, elle prend un peu plus de temps.
Donc, je voulais dire un mot sur les complications immédiates de l'anesthésie. C'est la douleur au point d'injection, c'est l'hémorragie, l'hématome si vous touchez un petit vaisseau et des fois, vous avez un échec d'un bloc en raison des variations anatomiques. Donc, vous voulez essayer de viser un nerf pour anesthésier, mais vu les variations, anatomiques, donc vous l'avez pas bien anesthésié, donc il faudra rajouter un petit peu d'anesthésie jusqu'à viser le bon rameau nerveux et ce qui est très important, c'est le malaise vagal. Il peut survenir avant, pendant ou après l'anesthésie ou des fois même après l'intervention. Donc, les signes, c'est en fait donc c'est la pâleur, la sensation de malaise, donc les nausées, les vertiges, la douleur abdominale, les sueurs, la bradycardie, donc la chute de la pression artérielle, la perte de connaissance et les convulsions. Donc, ce sont des signes prémonitoires, c'est très important de les reconnaître. Et la prévention reste, il faut dire aux malades de manger normalement, il ne faut pas venir à jeun, donc il mange normalement, déjà le rassurer avant et toujours lui expliquer les modalités. Vous allez faire une petite exérèse, une petite chirurgie, une petite biopsie, vous lui dites, écoutez, on va faire une petite anesthésie, le geste va durer 15 minutes à peu près, vous mangez normalement, voilà, pour qu'ils soient rassurés. Des fois, chez des patients qui sont très anxieux, vous pouvez faire une prémédication 1 heure avant, donc par du Valium ou de la Tarax. Et l'opéré, il doit être en position allongée. Il faut toujours garder contact verbal avec lui. Et en fin d'intervention, bien sûr, éviter le lever brutal, toujours lui dire de rester assis avant de se lever. Et si le malaise survient malgré tout, donc il faudra faire la position des jambes surélevées. Et à ce moment-là, donc tout dépend du malaise quand il est survenu. Donc, est-ce que vous aurez besoin d'un réanima, prendre d'une voie veineuse, donc une injection de sérum salé. Donc, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Donc, nous allons parler du matériel et des types d'incisions. Donc, moi, j'ai pris les lames dont vous aurez peut-être besoin dans votre cabinet. Donc, il y a la lame 10, la lame 11 et la lame 15. Donc, en fait, la lame 10, si on voit ici, donc elle est assez grande. Donc, en fait, on peut l'utiliser pour le tronc, le dos, mais elle n'est pas très précise. On l'utilise surtout pour lorsque le tissu dermique il est épais et surtout pour les mises à plat. Donc, ce qu'on appelle nous le shaving, c'est-à-dire grâce à comment elle est faite cette lame. Donc, on fait surtout, par exemple, si on a une petite kératoséborique ou un petit nodule, par exemple, qui est apposé sur la peau, on veut juste le couper sans faire une exérèse, on veut juste l'enlever, ce qu'on appelle le shaving. Cette lame, elle est assez pratique parce qu'elle vous permet de l'enlever assez bien. Par contre, pour la lame 11, on voit qu'elle est bien pointue. Donc celle-là, moi j'aime bien l'utiliser pour tout ce qui est les incisions, les drainages d'abcès, parce que il suffit que vous faisiez un petit point comme ça de manière pointue dans votre abcès et l'abcès il sort, il se draine facilement. Donc elle est bien, mais vous pouvez l'utiliser même si vous êtes à l'aise avec ces lames, vous pouvez les utiliser même pour les incisions de peau. Donc moi la lame 1, la lame 15, donc comme nous allons le voir, elle est idéale, c'est ce qu'on utilise beaucoup. Donc pourquoi la lame 15? Parce que comme on voit, on a les différents types d'incisions. En général, on fait les incisions en ellipse. Donc on commence à 90 degrés, puis on penche un peu notre bistouri, 45 degrés, puis on le reverticalise à 90 degrés. Donc voici les types, les types d'incisions. On en a deux, donc qu'on appelle en ellipse. Donc toujours, on essaie de prendre aussi un petit peu de peau saine pour qu'après, si on envoie à l'anapathe, donc il puisse comparer. On ne prend jamais que la lésion, on prend la lésion et la peau saine. Donc maintenant, nous allons parler des règles pour l'orientation des lignes d'incision. C'est très important. Donc en fait, il faut toujours orienter les sutures selon les lignes de moindre tension cutanée. Il faudra éviter les fuseaux perpendiculaires aux plis de flexion et aux bilous osseux. Il faut bien sûr, si on est près d'une zone, une bouche ou une lèvre ou un nez, il faut respecter les orifices naturels, respecter les axes et les unités anatomiques esthétiques du visage et toujours, lorsque l'on peut, par exemple, si on a une lésion au niveau du front, pensez à la placer, la cicatrice, ou à faire votre incision sur une ride. Comme ça va être camouflé et ça sera plus esthétique. Ou bien un pli naturel, par exemple, au niveau d'un sillon nasogénien, essayez de cacher votre cicatrice. Donc, les lignes de tension sont très importantes à connaître. Donc, c'est ce que l'on voit sur cette image. Et il y a des petites astuces, c'est qu'il faudra faire sourire le patient. Donc, vous allez faire sourire votre patient. Vous allez, comme vous voyez sur les photos, il y a les petites rides. Donc, vous savez que c'est dans ce sens qu'il faudra faire votre, euh, votre incision. Et pour le reste du corps, il faudra plisser entre le pouce et l'index et faire le test à l'étirement digital. Donc, le voici, le test à l'étirement digital. Il suffit d'appuyer avec votre doigt et vous pourrez mettre en évidence donc ces différentes lignes de tension
Donc, les voici au niveau des paumes des plantes. Donc, les voici aussi au niveau du visage. Donc, pour les fils de suture, donc il existe différents fils, donc c'est en fonction de leur localisation. Et en fait, les chiffres 4,0, 5,0, 6,0, c'est en fonction de l'épaisseur du fil, donc il devient de plus en plus fin. Et c'est ce qu'on utilise en fait dans les zones, par exemple, où on n'a pas d'hypoderme. Donc, les zones qui sont très fines, telles les paupières, on va jusqu'à du 7,0. Donc là, vous pouvez prendre en photo, donc si vous voulez, donc pour voir par exemple le scalp, on utilise du 3,4,0, les lèvres du 4 ou du 5,0. L'ongle, en général, on utilise 3,0. Les paumes et les plantes, comme il y a une dure, la couche cornée qui est assez dure, il faut un fil qui soit assez résistant. Donc on peut aller jusqu'à du 2,0. Et là, donc c'était juste pour vous dire, donc il y a des caractéristiques, il y a le tressé rapide, le monofil, donc c'est en fonction de la durée de résistance et leur localisation. Donc, on a d'autres, les types de fils, ils peuvent être résorbables ou non résorbables. Donc, pour les résorbables, on a les tressés ou les monofils. Bien sûr, les résorbables, on les coupe à ras parce qu'en général, ils sont sous-cutanés ou ils sont en intradermique. Le plus souvent, on les utilise lorsqu'on a une grande perte de substance et qu'on veut d'abord, en premier temps, rapprocher les berges avant de faire un point superficiel. Et pour les non résorbables, donc on a le monofil, la soie qu'on coupe à peu près à 1 cm. Donc pour l'épiderme, donc pour affronter les berges, on utilise du monofil. Pour suturer un vaisseau ou une artère, donc les vasculaires, ils utilisent beaucoup le prolène parce que c'est un fil de verre et ça leur permet de bien coulisser. Et les paumes et les plantes, les fils tressés. Alors pour la durée des fils, combien à peu près on garde les fils? Donc il y a beaucoup de tableaux, c'est en fonction de la localisation. Nous, de manière simplifiée, on dit le cuir chevelu 10 jours, on dit à peu près, il y a cette règle, le visage 1 semaine, le corps 2 semaines, les paumes et les plantes 3 semaines. Et comme ça, on est fixe. Voici, donc c'est juste pour vous montrer avec des petites images, donc ce qui est à peu près sur le marché avec les fils résorbables et les fils non résorbables. Donc, pour les fils de suture, en fait, si vous prenez votre fil de suture, quand vous allez l'examiner, vous allez trouver qu'il y a le fil, qu'il y a et il y a une aiguille. Et donc, en fait, cette aiguille, donc, elle a une longueur. Donc, et en fait, c'est en fonction de l'épaisseur du tissu. Donc, bien sûr, plus on sera profond, plus la courbure sera beaucoup plus importante, plus donc la longueur de votre aiguille, elle sera importante. Donc, comme l'on voit ici, donc plus donc l'aiguille et les courbes, donc ça vous permet de mieux rapprocher vos berges. Donc là, c'est juste pour montrer comment on attrape en fait avec la pince en fait, comment on attrape le fil donc et l'aiguille. Donc toujours on dit 1/3, 2/3, c'est-à-dire on laisse 2/3 en avant et 1/3 donc derrière. Ça c'est juste pour vous montrer comment on attrape l'aiguille et le fil. Donc là, on a les autres matériels. Moi, j'ai juste mis ici un petit peu le matériel dont vous aurez besoin dans votre cabinet. Donc, bien sûr, vous aurez donc besoin de la pince à disséquer. Donc, fine, il y en a donc avec griffe et sans griffe. Donc, ça, c'est avec griffe, ça, c'est sans griffe. Donc, des fois, ça dépend. Des fois, vous prenez une pince sans griffe et vous n'arrivez pas à bien tenir votre tissu. Donc, vous aurez besoin d'une pince à griffe parce qu'elle permet de mieux tenir donc les berges, mais aussi cette pince à griffe, des fois, comme vous manipulez trop donc votre peau, des fois il y a des pertes de substance, donc vous n'avez pas une belle cicatrice. Donc vous avez aussi donc les ciseaux pointus, donc les ciseaux d'iridectomie courbe. Moi, je pense que tout le monde devrait avoir ces ciseaux d'iridectomie courbe. Alors, je vais juste mettre le pointeur. Donc voilà, donc ce sont ceux-là. En fait, ce sont des petits ciseaux qu'ils utilisent beaucoup les ophtalmologues pour voilà justement les iridectomies, mais nous on l'utilise beaucoup parce qu'il est fin et surtout parce qu'il est courbe et ça permet un bon maintien. Si vous avez par exemple des petits mollusques en pendulum que vous voulez enlever, eh bien quand vous les coupez avec votre ciseau, le fait que ça soit courbe, vraiment ça épouse un peu la forme de votre lésion et vous les coupez facilement. Donc je pense que c'est un ciseau qu'il faut tout le monde doit l'avoir. Vous pouvez faire plein de petites choses avec, plein de petites exérèses. Il est très pratique. Donc là, vous avez le plateau en inox, les haricots, voilà, les portes-aiguilles, les ciseaux mousse, les curettes. Donc, c'est les pinces hémostatiques. Donc, c'est le petit matériel dont vous aurez besoin. Alors, pour les sutures, donc c'est assez un petit peu compliqué pour les expliquer. C'est surtout, il faut surtout donc voir les images. Donc, pour les points simples,
Donc, on rentre par exemple du côté A, on ressort du côté B, et puis tout simplement on fait un nœud, un contre-nœud, puis un nœud simple, et ça nous donne donc le point simple. Donc, vous pouvez toujours commencer par ce point, il est facile, on l'utilise aussi dans le cuir chevelu parce que on a des points, on utilise en général des points simples qui sont séparés, ça permet une meilleure hémostase plutôt que de faire par exemple un surjet. Les points de Donati Blair, ils sont très intéressants. On les aime beaucoup aussi. Je pense que ce sont deux points de suture qui sont importants à connaître. Donc, c'est surtout pour surélever les zones de tension. Donc, on commence par le point A, puis on ressort par le point B, puis en fait, il faudra retourner en fait votre aiguille pour rentrer à ce niveau-là, donc sur ce point, et puis encore ressortir et revenir au point A. Donc, ça va vous donner donc ce type de suture. Et en fait, quand vous allez faire ce point, vous allez remarquer que les deux berges, elles sont un peu surélevées. Elles sont comme ça, donc c'est bien. Et après, quand vous allez enlever vos sutures, donc ça va redescendre et les berges seront bien affrontées. On peut l'utiliser partout, donc beaucoup de chirurgiens l'utilisent et on l'aime beaucoup aussi parce que si vous êtes sur une zone, par exemple, un pli inguinal, donc vous savez que c'est un pli où il y a de la macération, où il y a souvent il est colonisé, donc le fait que vous allez faire votre suture et que les berges soient toujours un peu surélevées, il y aura moins de risques de contamination, moins de risques avec la macération, les mycoses, etc. Donc toujours votre cicatrice elle est vers le haut plutôt que d'être simple ou plutôt même de rentrer en bas, il y aura un risque plus important de contamination. Les points en X, donc certains l'utilisent aussi pour suturer un vaisseau. Donc c'est vous rentrez par un point A, vous ressortez par le point B, puis vous revenez vers le point A et ça vous fait un point en X. Donc, moi, je l'utilise aussi des fois, aussi au niveau du cuir chevelu. Donc, par exemple, lorsque je fais juste une biopsie avec un punch, je fais une biopsie, c'est assez profond et parce que le cuir chevelu, surtout si on fait un punch, donc c'est un matériel en fait qu'on utilise pour la biopsie, ça pénètre profond et ça saigne beaucoup. Donc, et comme c'est à peu près 3-4 millimètres, enfin vraiment 3-4 millimètres, c'est très petit, mais quand même ça saigne, je fais juste un point en X et tout rentre dans l'ordre et c'est bien, c'est en un seul point plutôt de faire deux points simples. Donc, il y a aussi d'autres un peu plus complexes. Donc, il y a le surjet passé où vous rentrez par un point, vous faites d'abord un point simple, puis vous continuez sans faire de point jusqu'à la fin. Donc, il est à éviter au niveau du cuir chevelu, par exemple. Et il y a les surjets intradermiques que vous pouvez utiliser, par exemple, pour rapprocher donc vos berges. Il y a le point en U, donc qu'on commence donc à ce niveau-là, donc qu'on ressort, et puis il ressemble un petit peu au point de Donati-Blair. Donc il est bien parce qu'il permet aussi donc de rapprocher les berges. On l'utilise pas beaucoup. Moi, personnellement, je l'ai pas beaucoup utilisé. C'est plus donc les chirurgiens qui l'utilisent. Alors maintenant, les produits hémostatiques. Donc, il y a le chlorure d'aluminium à 20%. J'ai mis friction par coton-tige parce que des fois, vous avez par exemple des patients qui viennent pour des gros nodules d'acné, par exemple, ou bien vous faites des petits gestes, vous enlevez des petits grains de milium, par exemple, vous les enlevez à l'aiguille, il y a des petits saignements qui apparaissent, c'est très minime. Donc, vous prenez le chlorure d'aluminium à 20%. Donc, vous prenez un coton-tige, vous le mettez et vous frottez et c'est hémostatique. Donc, il y a aussi l'eau oxygénée. On l'utilise des fois au niveau du cuir chevelu. C'est temporaire. Ça permet de, par exemple, vous êtes en plein geste et il y a beaucoup de sang, vous voyez pas très clair parce qu'il y a les cheveux, il y a le sang. Vous mettez de l'eau oxygénée, ça nettoie bien, il y a plus de sang, donc vous avez quelques minutes pour travailler, mais voilà, ça c'est pas, c'est-à-dire c'est pas un truc fixe. Donc il y a aussi les pansements compressifs pour l'hémostase, il y a la compression digitale. Toujours quand vous voyez que vous avez enlevé une lésion et que ça saigne, il faudra rechercher où ça saigne. Donc essayez de bien nettoyer, peut-être s'aider de l'infirmière qu'elle essuie bien avec les compresses et vous devez rechercher donc où ça saigne. Et des fois, sur les bords, par exemple, de votre lésion, vous appuyez, c'est-à-dire vous avez comprimé cette artère, donc ça saigne plus. Donc vous savez d'où est-ce qu'elle est cette origine, l'origine de cette artère qui saigne. C'est pour ça qu'on a dit la compression aussi bidigitale. Par exemple,
Pour ceux qui veulent vraiment faire beaucoup de chirurgie au niveau du nez, c'est très important de faire la compression bidigitale des artères nasales, par exemple. Il y a aussi le bistouri électrique et il y a la suture en X des vaisseaux. Alors, maintenant, pour l'anticoagulation et geste chirurgical, est-ce qu'il faut arrêter les anticoagulants? Oui, non. Alors, ce tableau, je l'avais pris d'un congrès de dermatologie avec donc des chirurgiens qui avaient dit que voilà, pour l'aspirine, le clopidogrel, on n'a pas besoin d'arrêter. Les AVK, on n'a pas besoin d'arrêter, mais il faut avoir un INR entre 2 et 3. Mais je ne suis pas très d'accord donc, avec donc, ce qu'ils ont dit. Je pense qu'il vaudrait mieux être vigilant et quoi qu'il arrive, quoi que votre patient il est sous n'importe quel antiagrégant plaquettaire, prenez d'abord l'avis de votre cardiologue avant tout geste chirurgical. Comme ça, vous êtes couvert. Comme ça, vous n'aurez aucun problème. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait. On prend d'abord l'accord du cardio. Il nous dit c'est OK. Donc, à ce moment-là, on fait notre geste chirurgical. Donc, vous pouvez aussi assurer donc, votre hémostase par le bistouri électrique. Donc, il y a la monopolaire ou la bipolaire. Donc, c'est en fonction des pinces. Si vous avez 2 pinces, donc c'est la bipolaire. Donc, et elle permet de réaliser une coagulation. Donc, il y a différents modes de coagulation. Et le bistouri électrique, donc, vous avez une plaque et vous avez votre bistouri. Donc, cette plaque, il faut choisir un site musclé, par exemple une fesse, une cuisse, un mollet, un biceps, et le déposer. Il ne faut pas déposer cette plaque sur une cicatrice. Le site, bien sûr, doit être propre, sec et rasé. Et il y a 3 modes avec le bistouri électrique. La dissécation, donc c'est-à-dire l'extrémité, il y a une petite boule. Donc, par exemple, si vous avez un petit saignement, vous pouvez utiliser cette petite boule pour coaguler. Vous avez donc la fulguration, le jet, et donc vous avez 2 points, toujours ici. C'est les 2 modes pour lesquels vous pouvez utiliser votre bistouri électrique. Il y a le jaune, c'est-à-dire c'est pour couper, c'est-à-dire vous pouvez faire même des exérèses, et le bleu, c'est pour coaguler. Et toujours s'assurer que le malade ne porte pas de pacemaker ou d'objets métalliques. Et j'insiste beaucoup, faites très attention si vous avez désinfecté votre site avec de l'alcool, jamais de bistouri électrique, sinon vous aurez une brûlure et très étendue avec donc vous allez brûler les champs, etc. Vous aurez une brûlure. Donc faire très attention, surtout si votre infirmière c'est pas désinfecté avec le gel hydroalcoolique ou autre. Donc faire très très attention. Il y a eu beaucoup de cas décrits de brûlure avec le bistouri électrique, surtout après avoir appliqué du gel hydroalcoolique. Là, c'est juste une image comment on l'applique. Donc, nous allons parler rapidement des bandages donc, et des dressings donc, et des différentes compresses. Donc, j'ai juste mis à titre indicatif, vous connaissez très bien. Donc, les bandages, donc, il y a une bande compressive qu'on appelle le Velpo. Donc, on l'utilise surtout, par exemple, après des gestes de sclérothérapie. Ils sont très compressifs. Donc, il y a la gauze. Donc, c'est ce qu'on utilise le plus souvent pour recouvrir les plaies. On a 2 types de compresses. Donc, on a des compresses tissées donc, qu'on utilise pour les soins et des compresses non tissées. En fait, les compresses tissées, elles sont un peu, elles sont un peu, donc je dirais harshènes chouïa. Et donc, c'est ce qui permet de bien nettoyer les plaies. Donc, c'est pour ça qu'on aime bien donc, les compresses tissées. Donc, c'est ce qu'on utilise pour les soins. Et les compresses non tissées, on les utilise pour recouvrir les plaies. Donc, et toujours, c'est votre patient, toujours demander s'il n'y a pas eu, donc, s'il n'a pas des allergies. Donc, et c'est pour ça, je pense qu'il vaudrait mieux utiliser des sparadraps, des pansements compressifs hypoallergéniques, parce qu'on a beaucoup de cas, donc voilà, d'eczéma suite au pansement. Donc, ils font vraiment des réactions. Il y a de l'érythème, il y a des vésicules, ça sointe, c'est douloureux. Donc, toujours préférer les pansements, vos sparadraps qui soient hypoallergéniques. Donc, quelques mots sur le post-opératoire. Donc, en fait, en général, on dit qu'il faut changer le pansement. En fait, c'est en fonction du type de la chirurgie. Il y en a certains qui vont dire ne touchez pas le pansement jusqu'à ce que je vais le changer moi-même. Donc, c'est le médecin qui doit le changer. Mais en général, pour les petites exérèses, on dit changement du pansement 1 jour sur 2. On enlève les fils, comme je vous ai dit, selon la localisation. Donc, au niveau, donc, par exemple, visage 1 semaine, corps 2 semaines, paume et plante 3 semaines. Donc, c'est en fonction. Et après l'ablation des fils, il faudra penser à mettre une crème cicatrisante, donc à base de silicone, surtout si vous voyez que votre patient il est de phototype foncé, surtout au Maroc, donc il est à grand risque de faire des kéloïdes. Et surtout en fonction de certaines zones, si vous êtes par exemple au niveau du sternum, vous enlevez une petite lésion ou autre. Donc oui, c'est une zone voilà de tension, donc il est à risque de faire des kéloïdes. Donc toujours mettez votre patient sous crème cicatrisante. Donc des fois, moi ce que j'aime beaucoup utiliser, c'est qu'après l'ablation des fils, donc j'utilise les crèmes à base de cuivre zinc. Donc je vous ai mis quelques noms commerciaux, donc le Cicalfate ou le Cicaplast.
parce qu'ils sont très bien. Donc on peut les mettre et en fait ça donne pas, ça pique pas parce que des fois si on met sur des lésions, des fois on met certaines crèmes, ça pique. Donc elles sont très bien acceptées et le cuivre zinc il a une petite action anti-inflammatoire et une propriété cicatrisante. Et bien sûr toujours revoir son patient. Donc il y a une petite astuce aussi pour faciliter votre geste chirurgical, c'est que avant de faire le geste, par exemple vous allez enlever une petite lésion au niveau du tronc, dites au patient avant de s'hydrater. Donc, vous lui dites de prendre une crème hydratante qu'il va appliquer ou juste de la vaseline qu'il applique par exemple une semaine avant. Comme ça, la peau, elle sera bien hydratée, elle sera bien souple et ça sera facile pour vous de faire votre geste. Donc voilà, donc en conclusion, la chirurgie dermatologique, c'est une chirurgie qui est sûre, qui est adaptée à la réalisation externe. Donc vous pouvez très bien la faire dans votre cabinet ou en ambulatoire, en général sous anesthésie locale. L'exérèse de petites lésions, c'est facile. Par contre, voilà, ça nécessite quand même, il faut avoir un bon matériel, il faut avoir un local équipé et quand même s'aider d'une infirmière. Donc il faut avoir un infirmier qui soit habilité. Certaines bases anatomiques sont requises. Et puis si vous suspectez quelque chose de malin, ou bien si vous avez peur, c'est une localisation à risque, le nez par exemple, il vaut mieux adresser donc aux spécialistes. Donc voilà aussi quelques ouvrages pour ceux qui veulent un peu plus s'approfondir. Et je vous remercie. Donc s'il y a des questions dans la salle. Hop. Je peux pas trop donner d'exemples pour pas avoir de conflit d'intérêt. Donc, j'ai pas de conflit d'intérêt avec les laboratoires. Donc, vous pouvez chercher mettre crème, silicone, vous allez trouver. Bon, je peux vous donner une, il y a le Kelocote. Donc, c'est une crème à base de silicone et il y a même son équivalent avec un SPF. C'est-à-dire, c'est bien parce que, par exemple, si vous êtes au niveau du visage, donc il y a aussi une petite protection solaire, par exemple 30%. Aussi, si, je ne sais pas si je l'ai mentionné, je ne pense pas, mais si vous faites des petites chirurgies au niveau du visage ou autre, après avoir enlevé les fils, vous mettez votre crème cicatrisante, par exemple, une dizaine de jours, vous revoyez votre patient, par exemple, HG10, et toujours lui dire de se protéger du soleil. Donc, un écran solaire, c'est très important, c'est impératif, parce que toute rougeur va se transformer en hyperpigmentation post-inflammatoire. Et presque tous les patients font une hyperpigmentation post-inflammatoire, surtout les phototypes, même s'il fait chaud, il pleut, il neige, il y a un risque d'hyperpigmentation post-inflammatoire, donc toujours avoir son écran solaire. Il y a certains patients qui font des hyper et des hypopigmentations. J'ai eu un patient qui a fait une hyperpigmentation au niveau du visage et une hypopigmentation au niveau de la jambe. Donc on ne peut pas vraiment prédire si le malade il va faire une hyper ou une hypo, mais de toute manière, donc on prend nos précautions et on met voilà, un écran solaire. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle. Vous voulez voir la slide, la revoir? Voilà. Donc, déjà pour l'injection de l'anesthésie, c'est bien quand vous introduisez votre aiguille, déjà d'aspirer un peu. C'est toujours bien d'aspirer pour voir si vous n'êtes pas dans un vaisseau ou autre. Bien qu'au niveau de la peau, c'est vraiment c'est des petits vaisseaux, c'est des petites artères. Donc, en général, il n'y a pas de souci. Mais il faut le faire. Quoique, il y a eu des études, par exemple, pour certains patients qui font les injections, les fillers au niveau du visage et autres, ils ont trouvé que même s'ils s'ils aspirent avant, ça protégeait pas vraiment parce que des fois vous pouvez trouver c'est juste le sang juste au niveau de la peau, une petite artériole. Donc est-ce que c'est au niveau du point d'entrée, est-ce que vous avez vraiment touché l'artère ou non? Donc il y en a certains qui disent que non, ça protège pas vraiment, mais il faudrait le faire. Il faudrait systématiquement le faire, aspirer dès que vous injectez, avant d'injecter.
Et puis la sous-cutanée, comme j'ai dit, elle est assez superficielle, c'est-à-dire des fois vous arrivez même à voir votre aiguille à travers la peau, alors que l'intradermique, donc elle est un peu plus profonde. On utilise en général des aiguilles de 27 gauge ou 30 gauge, c'est ce qu'on utilise le plus en dermato. Non, 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 l'intradermique, la sous-cutanée, elle est superficielle. L'intradermique, elle est beaucoup plus profonde. Parce que vous êtes dans le derme. Alors en fait, c'est en fait à la vue. Par exemple, là, vous voyez, vous avez la lésion, vous avez un blanchiment. Donc le blanchiment, c'est un bon signe que vous avez bien anesthésié. Par exemple, là, là, regardez. Donc, vous avez le blanchiment qui a complètement dépassé la lésion. Donc, vous savez que vous avez pris même vos précautions, c'est-à-dire vous pouvez même prendre un petit peu de peau saine. Voilà. Et puis, comment savoir si vous avez bien anesthésié ou pas? Bien sûr, avant d'utiliser votre bistouri, à l'aiguille, vous touchez. Vous dites au patient, est-ce que là, vous sentez? Est-ce que là, et là, et là. Et si j'appuie là, il vous dit non, non, je sens rien. Et bien sûr, il ne doit pas vous voir parce que s'il vous voit, il vous voit que vous piquez, il va vous dire oui, oui, ça me fait mal. Donc, il doit être couché, il ne vous voit pas. Et vous, avec votre aiguille, par exemple, moi, ce que je fais, c'est que je pique un petit peu là, je dis est-ce que vous sentez? Il me dit, par exemple, non. Et je pique, attends, je vais mettre le pointeur. Par exemple, je pique là, je dis est-ce que vous sentez? Il me dit non. Et après, je pique là. Je dis est-ce que là, par contre, vous sentez? Je n'ai pas anesthésié. Là, il me dit oui, oui, oui. Donc, c'est des petites astuces, vous savez qu'il est bien anesthésié. Mais en général, c'est le blanchiment. Hein, c'est le blanchiment qui. Et des fois, si vous ne voyez pas ce blanchiment, il suffit juste de piquer, de lui demander si vous sentez, vous ne sentez pas. Et après, vous pouvez faire votre geste sans problème. Non, vous juste vous piquez, vous juste vous effleurez la peau. Oui, oui. Ah, est-ce que vous. Oui, vous piquez juste, par exemple, vous pouvez piquer là. Non, à la bordure de la lésion. Parce que le produit va diffuser. Donc, le produit va diffuser. Vous ne piquez pas dans la lésion, vous piquez dans une zone saine, à côté par exemple. Ah oui, ça c'est quand même risqué. C'est pour ça dans son cabinet, il faut avoir un minimum, par exemple, donc avoir au moins donc pour faire prendre une voie veineuse, avoir un infirmier quand même à côté. C'est risqué. C'est risqué. Moi, une fois, j'ai fait une chirurgie d'ongles. C'est un jeune patient de 19 ans. Il n'a pas fait de choc, mais il a fait un malaise quand même assez important. Donc, on était dans une structure hospitalière, heureusement. Donc, il y a des petits gestes qu'il faut toujours prendre la tension artérielle, lui faire un dextro, voilà, prise d'une voie veineuse, injection de sérum salé, surélever les membres. Et comment ça s'est manifesté chez ce patient? C'était une hyperhidrose. Il commençait à transpirer au niveau des membres inférieurs, au niveau des jambes. Il est devenu pâle, il n'était pas bien. C'est pour ça, je vous dis, c'est très important de garder contact avec le malade. Donc, même si c'est une petite biopsie, donc toujours lui parler, essayer de le rassurer. Voilà, il faut que votre infirmière soit avec lui. Et j'insiste beaucoup sur l'anesthésie vocale. C'est-à-dire toujours, voilà, parler avec lui, essayer il ne faut pas qu'il soit concentré sur le geste. D'accord, essayez de lui parler, vous faites quoi, quelle étude, vous travaillez où, etc. Et ça passe très bien. Mais pour le choc anaphylactique, c'est vrai que ça reste quand même un risque. Et voilà, oui, oui, il faut être équipé, etc. Voilà, pour ça. Donc, j'ai mis les doses à ne pas dépasser. Donc, voici, donc c'est ça, les doses maximum d'anesthésie. Voilà. Je pense pas qu'elle existe. Je pense pas qu'elle existe au Maroc. Je sais pas. Je pense qu'il faut demander au réanimateur. Mais moi, ce que je sais, pour la ropivacaïne, elle n'existe pas. Mais pour la bupivacaïne, j'en ai pas entendu parler. Enfin, j'ai pas vu si y en avait ou pas.
je l'utilise pas, on l'utilise pas beaucoup. C'est utilisé plus en Europe. Donc, est-ce qu'elle existe ici? Je ne me suis pas renseignée. Je pense pas. Voilà. Donc, il faudra peut-être demander, parce que je pense que c'est plus les réanimateurs qui l'utilisent. Donc, leur demander, voilà. En général, même les chirurgiens, c'est la xylo et la lidocaïne adrénalinée. On est plus rassuré avec donc la xylocaïne simple. Donc parce que l'adrénalinée, si on la met au niveau des extrémités, donc il y a un risque d'ischémie, de vasoconstriction, etc. Donc il vaut mieux utiliser la xylocaïne simple. Mais des fois, on est obligé d'utiliser l'adrénalinée si on sait qu'on va faire une grande exérèse, par exemple. On est au niveau d'une lésion au niveau du dos, par exemple, et on sait que ça va beaucoup saigner. Et on veut avoir un certain confort lors de l'opération, par exemple. Donc on est obligé de mettre l'adrénalinée. Ça contrôle mieux le saignement. Et comme j'ai dit, pour le cuir chevelu, on utilise donc la xylocaïne adrénalinée parce que ça saigne beaucoup. Voilà, je vous remercie. Merci.